Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale en direct sur Public Sénat. Voici les titres. Édouard Philippe au Sénat, le Premier ministre a été reçu ce matin par Gérard Larcher. La possibilité d'un congrès le 3 juillet n'a pour l'instant pas été confirmée ni démentie. Vous entendrez le président du Sénat dans cette édition. La République en marche à l'assaut de la Haute Assemblée. Un groupe d'une vingtaine de parlementaires vient d'être officialisé par François Patriat. Le sénateur macroniste de la première heure espère attirer de nouveaux élus après les élections sénatoriales du 24 septembre. Analyse à suivre. Jean-Pierre Raffarin quitte la vie politique pour créer une ONG. Le sénateur élu de la Vienne depuis 1977 va créer Leaders for Peace pour alerter contre les risques de guerre qui nous menacent. Il abandonnera son mandat de sénateur en octobre et devra être remplacé à la tête de la Commission des Affaires étrangères. Retour sur sa carrière dans un instant. Pour m'accompagner ce matin, on retrouvera Saveria Rojek en direct du foyer Clémenceau du Sénat pour toutes les réactions à cette recomposition politique. Je vous le disais en titre, c'est désormais officiel. La République en marche fait son entrée au Sénat. Le sénateur de la Côte d'Or, François Patriat, l'a annoncé ce matin. On l'écoute. L'existence de ce groupe n'est pas due à une commande d'où que ce soit, ni à une injonction, ni à l'agitation d'un sénateur un peu plus connu. Elle est due simplement à la volonté des sénateurs qui, depuis des semaines, voire des mois, ont soutenu la démarche du chef de l'État en élection, ont soutenu son élection, ont soutenu l'action du gouvernement et entendent le soutenir dans la fois la clarification et la cohérence pour demain. Ce groupe, que nous allons déposer sur le bureau du Sénat dans les 48 heures, avant la réunion qui aura lieu jeudi, a vocation à croître. C'est un groupe d'abord qui rassemble et qui dispose de l'ADN des marcheurs. L'ADN des marcheurs, et qui est celui du rassemblement le plus large possible d'hommes et de femmes qui partagent les valeurs et les convictions du groupe En Marche la République, du parti En Marche la République qui verra le jour le 8, et qui est de nature à rassembler des hommes et des femmes d'horizons différents, mais qui partagent le progrès comme conviction commune et l'action la plus large possible pour faire en sorte que ce pays conduise les réformes dont il a besoin. Alors François Patriat, ancien ministre socialiste, macroniste de la première heure, œuvrait en coulisses depuis plusieurs mois pour créer ce groupe, relais indispensable de la majorité présidentielle au Sénat. Cécile Sixou. L'accouchement a été compliqué, mais c'est désormais officiel. Un groupe En Marche est né au Sénat. La naissance de ce groupe n'est pas due à une commande d'où que ce soit. Elle est due simplement à la volonté des sénateurs qui, depuis des semaines, voire des mois, ont soutenu la démarche du chef de l'État. 25 sénateurs ont rejoint le mouvement, moins qu'escompté au départ. François Patriat, marcheur de la première heure, en attendait une soixantaine, mais avec ses équipes, ils ont eu du mal à convaincre. La semaine dernière, il avait envoyé une lettre aux macro-compatibles du Sénat, des sénateurs de tous bords politiques. Bilan, les centristes ont décliné l'invitation tout en expliquant vouloir soutenir la politique du gouvernement. Idem pour les RDSE. Chez les LR, on ne voit pas l'utilité d'aller voir ailleurs. La volonté de travailler ensemble me paraît absolument rien affectée par les derniers événements politiques. Finalement donc, ce sont des socialistes convertis dès la première heure, comme Baris Zacharie ou Nicole Bricq, qui formeront le groupe. Qu'importe, il valait mieux le créer, quitte à y agréger d'autres sénateurs après les sénatoriales. C'est très important de faire un groupe, parce que ça permet de s'identifier. Et ça permet, je l'espère, de donner envie à d'autres de nous rejoindre, parce que nous allons avoir des textes importants. Les sénatoriales de septembre prochain, où la moitié des sièges sont en jeu, devraient permettre de gonfler les rangs. Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Mickaël, éditorialiste politique pour Public Sénat. Quel est le but d'avoir un groupe ici En Marche au Sénat selon vous? Il y a peut-être trois objectifs de la part de ceux qui ont voulu créer ce groupe En Marche. C'est d'abord exister, clarifier une certaine situation, c'est vrai, qui commence beaucoup à bouger, puis en quelque sorte prendre date. Alors la première, c'est d'exister. Cela montre que le Sénat est là. On est là, nous disait ce matin en conférence de presse une des personnalités qui a fondé notamment ce groupe En Marche. C'est vrai que les yeux sont braqués en ce moment sur l'Assemblée nationale où ça bouge beaucoup. Alors on a besoin aussi de montrer qu'au Sénat,
les choses bougent également et que ça marche également. En fait, quelque part, c'est d'avoir un interlocuteur pour le président de la République. C'est une nécessité d'avoir justement cet interlocuteur, c'est ce qu'il disait ce matin en conférence de presse. Ce groupe, c'est pas forcément la volonté d'Emmanuel Macron, qui aurait peut-être même qu'il soit créé un petit peu plus tard, après les élections sénatoriales, quitte à justement agréger d'autres forces vives, parce que c'est vrai, il faut le rappeler, pour l'instant, ce 24-25 personnes sont composées à 70% de sénateurs venus du groupe socialiste. Alors c'est vrai qu'il y a un Vert, un RDSE. Ils en attendent beaucoup plus parce qu'on va regarder, on va scruter de très près le vote qui a lieu ce matin, notamment en réunion de groupe du côté des centristes. C'est un vote très important car il va décider si oui, ils suivent la voie d'Emmanuel Macron ou s'ils suivent à nouveau la voie des Républicains qui sont majoritaires ici au Sénat. Une forme de clarification très importante également. Une sénatrice nous disait ce matin également « Je ne vais pas aller siéger au groupe socialiste composé d'opposants et des autres qui sont à géométrie variable ». Voilà, ça montre un petit peu le sentiment qui règne ici au Sénat à l'intérieur du groupe. L'élection présidentielle et les élections législatives sont passées par là. Il faut donc clarifier. C'est vrai que le corps électoral pour les élections sénatoriales restent les mêmes. Mais cette sénatrice En Marche nous disait également que les Français ont changé. Et c'est cela que les sénateurs n'ont pas encore intégré dans leur esprit, que les Sénats puissent... Vous savez qu'une élection sénatoriale ne se fait pas de la même façon qu'une autre élection, notamment sur le scrutin, et que du coup, même si le corps électoral a bougé, ces électeurs peuvent aussi également bouger, une forme de décomposition pas encore achevée et une recomposition qui est toujours en cours, les précurseurs comme ils s'appellent. Alors on va surveiller également la composition de ce groupe qui pourrait grossir de jour en jour, peut-être dès jeudi, lorsqu'il faudra déposer les listes aux élections sénatoriales. Et on verra si, comme ils disent, il veut être la deuxième force politique du Sénat. Et dans ces cas-là, peut-être qu'ils auront un candidat pour la présidence du Sénat. Il y a un homme en ce moment qui, dans l'ombre, agite un petit peu les ficelles. Il s'agit du sénateur centriste MoDem, Michel Mercier. Il est donc MoDem, donc allié à La République En Marche, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, donc capable de parler avec la droite. Voilà, c'est une personnalité aujourd'hui qui fait jour, une personnalité capable d'agréger un petit peu autour de lui toutes les forces, capable donc de parler à tout le monde. L'idée fait son chemin. Vous voyez que les tractations font encore bonne route au Sénat. Merci beaucoup, Mickaël, pour votre analyse. Deux nouveaux invités sont également avec moi sur ce plateau. Patrick Roger, bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, spécialiste des questions parlementaires. Merci d'être avec nous. Et Jean-Philippe de Rosier, bonjour. Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à l'université Lille 2. Première question pour vous, Patrick Roger, puisqu'on a vu cette vingtaine de sénateurs qui va donc composer ce groupe En Marche. Est-ce que c'est un succès en demi-teinte pour François Patriat ? Oui, pour l'instant, oui. Probablement, et c'est pour ça d'ailleurs que les responsables politiques d'En Marche préféraient temporiser, attendre le renouvellement de septembre et craignaient que ce premier cercle d'En Marche au Sénat ne soit pas suffisamment visible. Et c'est un peu le cas. C'est un peu le cas parce que, comme vient de l'expliquer Mickaël, bon, pour l'instant, c'est un groupe En Marche ex-socialiste avec quelques individualités qui se sont greffées, mais on voit bien que les plaques tectoniques au Sénat se déplacent beaucoup plus lentement et on y reviendra peut-être. Si les choses bougent aussi doucement dans les autres groupes, c'est peut-être aussi justement parce qu'il y a à la fois le renouvellement, mais l'échéance de la présidence du Sénat début octobre. Effectivement, on va y revenir. Jean-Philippe de Rosier, cela reste malgré tout une petite révolution, la création d'un nouveau groupe parlementaire ici au Sénat. Oui, c'est une petite révolution. Bon, elle était attendue parce que ça fait quelques semaines déjà qu'on en parle et même on pouvait la pronostiquer avant même qu'on commence à en parler parce que il est évident qu'à partir du moment où la majorité, La République En Marche existe à l'Assemblée nationale, il faudrait qu'elle ait un homologue au Sénat et donc la deuxième chambre du Parlement. Moi, je partage l'analyse de Patrick Roger sur le succès en demi-teinte, mais quand même réussir avant même que les travaux
travaux reprennent à agréger 25 sénateurs au moins, peut-être davantage, alors que l'on maintient l'existence de ce groupe historique du Sénat qu'est le groupe RDSE, c'est quand même pas rien, parce que il y a les élections sénatoriales à venir, il y en a qui se positionnent, mais en même temps, il y a cette reconfiguration du paysage politique qui ne rend pas les choses si simples à mon sens. Après, c'est à double tranchant, parce que, en effet, là, ils sont 25. Ils peuvent grossir, mais qui dit que après le 24 septembre, justement, ça va pas être le symbole d'une défaite, d'une première défaite de la République en marche, où le groupe va se retrouver peut-être à 20, à 15 ou de façon insuffisante. En tous les cas, et c'était évoqué à l'instant par Michael Zamès, il peut y avoir un impact sur la présidence du Sénat. Il y a cette personnalité effectivement qui émerge, l'ancien garde des Sceaux, Michel Mercier, d'autant qu'on a appris aujourd'hui que Jean-Pierre Raffarin a quitté la politique. Oui. Parce que là, on ne sait pas encore quel va être le résultat des élections sénatoriales, par définition, hein, même si d'habitude il est plus facile d'évaluer, de jauger un petit peu les rapports de force du fait de la composition du corps électoral. Mais ce corps électoral est aussi en train de bouger. Il est lui-même touché par... le séisme Macron, avec toutes ces répliques un peu partout. Donc là, il y aura encore plus d'inconnus lors du prochain renouvellement. C'est si près que le corps électoral pour les sénatoriales est nettement différent. Alors on rappelle 95% de conseillers municipaux. Le corps électoral, et elle a raison, le corps électoral, il reste le même, 99%. Simplement, ceux qui le composent évolue. Et la façon de voter évolue. Et c'est ça qui est en train de bouger en ce moment. Et on ne peut pas, évidemment, avoir de boule de cristal aujourd'hui et définir le vote dont sera ce corps électoral sera issu pour les élections sénatoriales. Avant, on pouvait à peu près faire les calculs. À peu près, même si on se trompait toujours un petit peu. Mais là, ce sera beaucoup plus difficile. Donc, quelle majorité, s'il y a une majorité, va ressortir de ce prochain renouvellement? Et c'est là qu'on voit aujourd'hui, notamment, Michael James parlait de Michel Mercier, c'est un facteur important. Pourquoi est-ce que les modems ou centristes qui avaient soutenu Emmanuel Macron pendant sa candidature à l'élection présidentielle sont très réticents à quitter le groupe UDI? Parce qu'effectivement, il y aura peut-être besoin à ce moment-là de groupes charnières capables de discuter avec la droite, capables de discuter avec la gauche, etc. Et le PRG, pareil, parce qu'il y a certainement des ambitions qui vont naître au sein du PRG, du groupe RDSE, alors, en plus du fait qu'ils tiennent quand même aux prérogatives de leur groupe en tant que tel. Donc, pour ça, au lieu d'avoir un groupe unifié en marche, pour l'instant, chacun reste dans l'expectative en attendant ce qui va se passer au sénatorial et cette échéance importante de la présidence. Oui, et j'ai bien dit que Michel Mercier était pour l'instant tapis dans l'ombre et qu'il agitait un petit peu les ficelles par-ci, par-là, parce que pour l'instant, il ne faut surtout pas, vous savez qu'on sort de l'ambiguïté qui a son propre dépend, et du coup, voilà. Donc on va attendre encore largement les tractations, les combinaisons qui sont en train d'apparaître ici au Sénat. C'est même une sénatrice maintenant en conférence de presse qui nous disait qu'il faut sortir un petit peu justement de ces ambiguïtés et que ça ferait du bien à l'institution. On verra si dans le groupe En Marche, ils y arrivent en tout cas. Maintenant, on parlait tout à l'heure de l'homothétie avec l'Assemblée nationale. On ne peut pas exclure non plus qu'il y ait une autre recomposition qui se fasse au sein de la droite et du centre avec un groupe constructif, ça c'est une possibilité également. L'équivalent des constructifs à l'Assemblée nationale. On ne sait pas encore. Il y a cette tentative, effectivement, on en a déjà parlé sur ce plateau, certains UDI qui rejoindraient certains RDSE. Oui, je voudrais ajouter deux points sur le plan institutionnel avec la constitution de ce groupe. D'une part, ça permet, vous l'avez dit, de prendre date et d'exister. Là, on va avoir un été pour le moins chaud sur le plan politique et les débats législatifs vont être intenses, l'habilitation ordonnance, la confiance dans la vie publique, etc. Il y a des choses qui vont se passer à l'Assemblée, mais il y a des choses qui vont se passer au Sénat aussi, et c'est bien normal. D'ailleurs, la confiance dans la vie publique commence au Sénat. Avoir un groupe, ça permet d'exister dans la discussion générale, ça permet d'être présent à la conférence des présidents. Tout cela est un relais du gouvernement indispensable pour mener tout cela. Et la deuxième remarque, c'est que il
s'est produit quelque chose en début de législature précédente, et au Sénat et à l'Assemblée nationale, c'est l'abaissement du seuil pour constituer des groupes, respectivement 15 à l'Assemblée et 10 au Sénat. Et là, déjà sous la législature précédente, on avait bien vu que ça commençait à poser quelques problèmes. Il y a eu à un moment donné 7 groupes à l'Assemblée, et là on voit que ça en cause encore davantage, parce qu'on va se retrouver avec je ne sais combien de groupes au Sénat et à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, on parle de 8 et peut-être même un jour de 10, sachant que chaque groupe d'opposition minoritaire a droit à une séance par mois pour inscrire ces textes. Il n'y aura pas suffisamment de mois dans la session pour que tous les groupes puissent y passer. Donc, pourtant, c'est plutôt sain pour la démocratie que cette pluralité, ce pluralisme s'exprime. Le pluralisme, oui, mais le morcellement, non. On peut avoir une démocratie pluraliste sans avoir une démocratie morcelée. Et le morcellement entrave la prise de décision, entrave l'action coordonnée de la République, parce que globalement, quelle différence y a-t-il fondamentale entre les républicains qui sont constructifs et les républicains qui ont rejoint le groupe En Marche. À mon sens, il n'y en a aucune. Sauf qu'il y a certains qui veulent préserver une dynamique vers En Marche, d'autres qui ne croient pas vraiment à la pérennité de ce mouvement et qui donc veulent préserver leur propre famille politique. Elle est là la différence. Mais sur le plan idéologique et démocratique, il n'y en a pas d'autre. Patrick Roger, quel est l'intérêt pour Emmanuel Macron d'avoir ici ce relais, on le disait, à la Haute Assemblée, alors qu'il aurait pu aussi peut-être laisser les choses se faire naturellement et profiter du Sénat comme rôle de contre-pouvoir ? Encore une fois, Gaël le disait tout à l'heure, on n'est pas persuadé que Emmanuel Macron tenait tant que ça à la constitution d'un groupe En Marche dès cette session. Maintenant, du point de vue des sénateurs qui ont engagé cette démarche, c'est compréhensible, non seulement en termes de moyens d'expression. Une sénatrice tout à l'heure, je crois que c'était Bariza Kerry, qui est donc macroniste, une des membres sénatrice En Marche, fondatrice de ce groupe, disait, moi je ne me vois pas aller quémander quelques minutes de temps de parole à mon groupe, le groupe socialiste dont elle est issue, qui est composé effectivement, il y a majoritairement de gens qui vont se situer dans une abstention plus ou moins bienveillante, etc., avec quelques opposants clairs et nets à l'intérieur, et puis effectivement d'autres à géométrie variable. Et elle nous disait, voilà, moi je ne me sens pas aller quémander quelques minutes de temps de parole. Donc, leur souhait, c'était qu'il y ait au Sénat un groupe clairement identifié qui s'inscrivent dans la majorité présidentielle, défendent les projets du président de la République et du gouvernement, et à ce titre-là, soit un pilier de la majorité présidentielle au Sénat, comme il en existe un, et même 2 au moins, à l'Assemblée. Mais est-ce que le groupe socialiste ici au Sénat peut exploser, Mickaël, et notamment après les sénatoriales, puisqu'on voit c'est peut-être la première pierre aujourd'hui, cette construction, cette création officielle d'un groupe En Marche. Regardez simplement le pourcentage de personnalités qui rejoignent le groupe En Marche, 70% de socialistes. On verra à l'issue des élections sénatoriales la composition de ce groupe. Il y a un sénateur, qu'on va garder un peu anonyme, qui nous disait récemment, moi je ne peux pas aller dans ce groupe En Marche parce que si vous regardez la composition de mon corps électoral, là où il doit effectivement se représenter, il disait, je ne pourrais pas compter sur le vote, par exemple, des communistes, de la France insoumise, ou des socialistes les plus socialistes. Donc il ne pouvait pas, en attendant les élections sénatoriales, se rendre dans ce groupe. Et pourtant, il me dit, je suis totalement macro-compatible. Donc effectivement, ce groupe, il est à point aujourd'hui pour exploser. On verra en combien de morceaux, parce qu'il est possible qu'il y ait 2, peut-être 3 franges de ce groupe socialiste. Certains, évidemment, essayent de recoller les morceaux et ne veulent pas voir, effectivement, tout le monde partir aujourd'hui. On va attendre encore un tout petit peu, c'est encore tout frais tout cela, et on va attendre certainement les compositions des groupes des uns et des autres. Tout à l'heure, vous parliez avec Patrick notamment d'une question très importante. Pourquoi la création de ce groupe aussi? C'est qu'on se dit évidemment que pour avoir la majorité des 3/5, pour pouvoir faire une réforme constitutionnelle, il va falloir aller chercher les voix presque les unes après les autres. Et quand on a les constructifs, s'ils se nomment comme ça ici au Sénat, s'il y a un groupe En Marche au Sénat, si on arrive à récupérer par-ci, par-là, on peut peut-être avoir ces 3/5 et donc aller à Versailles
avoir une réforme constitutionnelle, comme c'est le souhait d'Emmanuel Macron. Ouais, ça, c'est un élément important, Patrick Roger. Bien après le renouvellement. Après les sénatoriales, bien évidemment, donc pas avant minimum octobre. Ouais. Vous évoquiez, Jean-Philippe Birauzy, aussi ce seuil fatidique de 10 parlementaires nécessaires pour la constitution d'un groupe ici au Sénat. On sait qu'il y a le groupe écologiste du Sénat, tout juste 10 membres. On sait que Jean-Vincent Placé, depuis son retour au Sénat, a rejoint le groupe PS. De fait, le groupe se retrouve à 9. Il y a André Gattolin, sénateur écologiste des Hauts-de-Seine, qui a rejoint le groupe En Marche ce matin. Ils ne sont plus que 8. Ils vont donc disparaître justement dans cette recomposition politique qui s'opère au Sénat. Sauf à trouver rapidement 2 autres membres pour pouvoir sachant qu'ils sont rester à 10. Renouvelables à 100% aux prochaines sénatoriales. Voilà, ça me paraît effectivement assez délicat. Ils prennent pratiquement acte de leur disparition avant même les élections sénatoriales, ce qui n'est pas forcément de très bon augure pour eux. Ouais. Ils rejoindront... Mais ils vont avoir un relais à l'Assemblée nationale, puisque, je viens de l'apprendre, François de Rugy est le candidat désigné par La République En Marche pour être... Donc en toute logique, il devrait être élu président donc en toute logique, il devrait être élu suspense jusqu'à cet après-midi, on en saura plus. Donc ils auront un relais écologiste, même si c'est pas encore, il n'est plus membre de leur parti, mais un relais écologiste à l'Assemblée nationale. Oui. Quel regard portez-vous? Ça sera la fin de cette expérience de ce groupe écologiste au Sénat. Patrick Roger, si on revient en arrière à 2011 et justement la création de ce groupe ici. La première chose, ça amène à s'interroger quand même sur l'abaissement du seuil de constitution d'un groupe. Je rappelle que c'est pour eux qu'on l'avait fait. Oui, Herbel l'avait fait pour leur permettre d'avoir avec une sorte là aussi de parallélisme avec l'Assemblée, mais ici c'était clairement permettre aux écologistes au Vert à l'époque, dans une logique de... c'est que ça coïncidait de gauche plurielle. On est aussi d'accord d'appareil avec Martine Aubry. Il faut se rappeler peut-être un petit peu. On était là avant l'élection de François Hollande, au lendemain de l'élection de Jean-Pierre Bel en octobre 2011. Bon, voilà. Un choix politique qui, sur le plan législatif, n'a pas produit énormément d'avancées. Il faut bien reconnaître que... alors, ça s'inscrivait aussi dans les difficultés qu'avait Europe Écologie Les Verts à se structurer autour d'une ligne commune. Mais le passage ici n'aura pas marqué les annales du Sénat. Oui, il y a eu quand même un travail qui a été fait par ce groupe. Et il y a des personnalités aussi, évidemment, qu'on a vu naître ici au Sénat. Vous êtes bien placé, Delphine, pour le savoir, parce que vous les accueillez sur votre plateau. Je pense à Esther Benbassa, entre autres, Jean-Vincent Placé, bien évidemment, après, qui est devenu ministre. Mais pas que, j'en oublie certainement, qui ont marqué quand même un peu leur empreinte de leur travail et de leur présence, quand même, notamment en commission de la part de ces Alors, sénateurs. Mickaël, je vous le disais en titre, très bien. Première rencontre aussi ce matin entre Édouard Philippe, le Premier ministre, et le président du Sénat, Gérard Larcher. Vous le voyez sur ces images. Alors, ça a été l'occasion pour les deux hommes d'évoquer la question du calendrier parlementaire. Pour l'instant, la possibilité de la tenue d'une réunion du Parlement en congrès à Versailles le 3 juillet n'a été ni confirmée ni démentie. On écoute tout de suite Gérard Larcher. Il répondait aux questions de Sandra Sercara. Je viens de recevoir le Premier ministre et le sujet que nous avons abordé, c'est bien sûr les relations entre le gouvernement et le Sénat. C'est naturellement la session extraordinaire avec 4 textes importants. Le débat que nous allons avoir est le texte sur la confiance, les ordonnances en matière de travail et d'emploi, mais aussi un texte très très important qui va être un débat d'orientation budgétaire. Nous attendons sous 48 heures les résultats de l'audit de la Cour des comptes. Et nous craignons que le Sénat n'ait eu raison quand il avait refusé de voter le budget 2017, pardonnez-moi, en 2016. Et nous avons abordé ces sujets avec le Premier ministre. De même que l'urgence avant le 14 juillet, puis un texte qui nous permette de sortir de l'état d'urgence. La question du Congrès, c'est au président de la République de décider.
Patrick Roger, cette question du Congrès, elle est sur toutes les lèvres depuis hier. Il se pourrait que Emmanuel Macron grille un peu la politesse à son Premier ministre, Édouard Philippe, qui doit s'exprimer lors de son discours de politique générale le 4 juillet en convoquant le Congrès, députés et sénateurs réunis à Versailles. Quelle analyse faites-vous si c'était confirmé de cette décision ? Oui, parce que d'abord, je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron. Cette décision de réunir le Congrès, elle ne peut venir que de lui. J'aurais tendance à penser qu'il va effectivement la confirmer. C'est un pronostic. Assez rapidement. Oui, il marque là aussi de son empreinte ce début de mandature. Nicolas Sarkozy l'avait rêvé, lui il le fait, c'est-à-dire d'emblée, dès le départ. Et comme il l'a annoncé, il souhaite pouvoir s'exprimer tous les ans devant le Congrès pour fixer les grands axes. Et dans ce cas-là, il n'est pas illogique qu'il le fasse avant le discours de politique générale du Premier ministre. Ça s'inscrit dans cette logique-là. Moi, je ne partage l'opposition commence à dire ça ne sert plus à rien finalement qu'Édouard Philippe s'exprime. Je ne partage pas cette idée-là. Il y a aujourd'hui un réel duo tandem exécutif qui a été constitué et qui fonctionne. En fait, ce qu'on en a vu donc ça ne serait pas une humiliation pour Édouard Philippe comme on a pu entendre hier et je pense que lui-même l'intégrera comme tel, c'est-à-dire effectivement un président de la République qui donne les grands axes et lui qui va donner ensuite le lendemain, dans la foulée du président de la République, la feuille de route de son action gouvernementale. Un président de la République qui dirige, un Premier ministre qui gouverne. On n'est pas là dans une inversion des rôles de la Ve République. Peut-être la réaction du constitutionnaliste Jean-Philippe de Rosier. Je partage pleinement l'analyse de Patrick Roger. C'est ainsi que fonctionne la Ve République et surtout, c'est ce que semblent vouloir les Français et les électeurs. Lorsqu'ils élisent un président de la République, ils n'élisent pas un pantin. Ils n'élisent pas quelqu'un qui est là juste pour représenter l'État, pour représenter la France. Ils élisent un leader, ils élisent un chef, ils le font sur la base d'un programme électoral que le dit candidat leur a présenté, a défendu. Et sur cette base-là, ce n'est pas lui le chef de la majorité, Emmanuel Macron. Non, ce n'est pas lui le chef de la majorité. Indirectement, oui, mais une fois qu'il est élu, il s'élève au niveau du président de la République, il devient le président de tous les Français. Mais toujours sur la base de son programme qu'il va ensuite confier à son Premier ministre que lui a choisi, que lui a nommé, et c'est une décision, la nomination du Premier ministre, qui est dispensée de tout contreseing, donc il peut nommer absolument qui il veut, il n'a de compte à rendre qu'à lui-même, effectivement sur la base de la majorité qui ressort des urnes à l'Assemblée nationale, et c'est pour cela que l'on est toujours dans un régime parlementaire, mais il peut le choisir comme il l'entend. Et donc, il est là pour, effectivement, définir une feuille de route, et ensuite, à charge pour le Premier ministre de la mettre en œuvre, de gouverner et de l'appliquer. Et on en revient à l'état d'esprit même de cette réforme de 2008 qui a permis au chef de l'État de venir faire une déclaration devant le Congrès, qui en réalité a été tronquée en 2008. Parce qu'en 2008, il s'agissait de permettre au chef de l'État de faire ce discours, en même temps qu'on pensait lui permettre de définir la politique de la nation. On devait réviser l'article 5 de la Constitution en faisant du chef de l'État celui qui définirait la politique de la nation, à charge pour le Premier ministre de ne plus la déterminer, mais de seulement la conduire, en révisant parallèlement l'article 20 de la Constitution. Finalement, on a fait la révision qu'à moitié, puisqu'on a modifié l'article 18 pour permettre le discours, mais Nicolas Sarkozy a renoncé à cette réécriture des articles 5 et 20. Il serait bon d'aligner désormais définitivement la lettre, le texte, la norme sur la pratique, parce que c'est effectivement ce qui se passe dans la Ve République. C'est le chef de l'État qui définit la politique de la nation et le gouvernement qui la met en œuvre. Avec une réserve, et je termine là-dessus, pour éviter les difficultés qui pourraient émerger en cas de cohabitation, il faudrait dire que le président de la République définit la politique de la nation en collaboration
collaboration avec le Premier ministre, puisque c'est de toute façon ce qu'il fait. Il s'appuie sur la collaboration du Premier ministre. Et si on est en période de concordance, eh bien, le Président dit au Premier ministre ce qu'il va faire. Et si on est en période de cohabitation, le Premier ministre dit au Président ce qu'il doit dire, comme c'est le cas en Grande-Bretagne avec le discours du trône. Je voudrais ajouter peut-être un mot sur les relations, notamment entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, pour avoir essayé d'avoir des informations justement sur la date de ce congrès, comment on le ressentait du côté de Matignon. On m'a fait dire hier, tout simplement, hier soir assez tard, que du côté d'Édouard Philippe, il n'y a absolument aucun problème. C'est-à-dire que les deux hommes se sont parlé à de nombreuses reprises ces derniers temps. Ils essayaient ensemble de voir quel jour serait le meilleur et comment est-ce qu'ils pourraient, l'un, s'exprimer devant la nation avant et d'expliquer sa politique, et pour l'autre de s'expliquer devant la majorité et devant l'ensemble des parlementaires. Et donc, effectivement, ce duo fonctionne là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y en a un, on a bien compris, qui donne le là de la politique à mener, et de l'autre qui donne le là de la politique à suivre pour les parlementaires. Ce qu'on sait visiblement, c'est que c'est une nouvelle façon de procéder, hein, ce discours d'union, finalement, l'état de la France tel qu'Emmanuel Macron veut le faire. Visiblement, c'est une façon aussi de modernité, car on cherchait une expression vis-à-vis des Français. On apprend également que, vous savez, la fameuse interview du 14 juillet, qui traditionnellement aussi donne peut-être un petit peu le là avant l'été, se permet aussi au président de la République de s'expliquer, pourrait ne pas avoir lieu. Et ça serait aussi une nouvelle façon de casser les codes. À Nice ce jour-là pour commémorer. Il pourrait s'exprimer d'une autre façon, évidemment, pour commémorer les attentats. Patrick Roger, est-ce que finalement aussi pour les Français, l'urgence n'est pas la mise en œuvre des réformes plutôt que ce débat autour de toutes ces questions institutionnelles? Il y a une attente très forte, hein. Ça c'est évident. On va le voir très rapidement quand même. Je pense notamment, il y a deux choses. Bon, évidemment, la loi pour la confiance dans l'action publique est une loi symbolique, forte, etc. Mais il y a quand même deux enjeux très importants à mon sens, immédiats. C'est à la fois les ordonnances et la réforme du Code du travail pour les ordonnances sur la loi du travail. Bon, là maintenant, on voit à peu près le calendrier, mais se dessiner, mais ça va être un premier enjeu important. Jusqu'où le gouvernement ira dans la réforme du Code de travail. Et puis l'autre enjeu, Gérard Larcher tout à l'heure l'abordait, c'est effectivement la situation des finances publiques et avec un audit attendu jeudi. Donc l'audit des finances publiques rendu jeudi par la Cour des comptes, remis jeudi par la Cour des comptes au Premier ministre, et dans la foulée le débat d'orientation sur les finances publiques à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui précède, qui va nécessiter probablement, Bruno Le Maire l'a annoncé, des suppressions de crédits supplémentaires, des économies supplémentaires. Là, ce sera par voie de décret, puisqu'il n'y aura pas de collectif budgétaire, a priori, et qui précède la préparation de la prochaine loi de finances. Et là aussi, le gouvernement va être attendu, notamment sur un certain nombre d'engagements qu'avait pris Emmanuel Macron pendant sa campagne. Je pense notamment à l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, à la transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi en baisse de charges, qui probablement va être différée, et ainsi de suite. Enfin, il y a là, c'est pour moi les deux enjeux prioritaires de ce gouvernement. Ouais. Jean-Philippe Derozier, effectivement, on le disait, les Français attendent des réformes rapidement, au-delà de ces débats sur l'organisation du couple exécutif. Oui, ils les attendent, ça c'est évident, comme à chaque renouvellement d'une majorité et la désignation d'un nouveau président de la République. Et je crois que là, effectivement, sans mauvais jeu de mots, mais en même temps il est tellement simple, la France est en marche vers ces réformes. Mais il y a également une attente sur une forme de refondation des institutions. Hein. On avait fait un débat sur ce plateau en marge d'un sondage qui avait été fait avant la présidentielle et sur les attentes des Français dans les réformes, et les institutions arrivaient en très bonne position parmi ces attentes, parce que il y a
disons-le franchement, un rejet, une forme de distanciation entre la sphère politique et les électeurs, à regret pour les électeurs, parce qu'ils voudraient être entendus par la sphère politique et par leurs représentants, c'est bien normal. Et donc, ils attendent qu'il y ait un peu une refondation de ce pacte, et cela passe par un certain nombre de réformes institutionnelles, pas forcément seulement constitutionnelles, mais la mise en œuvre de nouveaux mécanismes d'interaction entre eux et les représentants qui font les lois et font justement ces réformes. Alors, Jean-Philippe de Rosier, on va retrouver Saveria Roget qui est à quelques pas ici du studio en direct du foyer Clémenceau pour une première réaction à la création de ce groupe La République En Marche au Sénat. Et vous êtes justement avec le sénateur Yves Rome, sénateur de l'Oise, qui a donc annoncé qu'il quittait le groupe socialiste pour rejoindre ce groupe ici au Sénat. C'est à vous. Absolument. Bonjour Yves Rome. Bonjour. Vous êtes donc un des soutiens d'Emmanuel Macron de la première heure. Vous aviez rejoint En Marche il y a déjà 1 an. Le groupe En Marche au Sénat vient officiellement d'être créé. On compterait à peu près 25 sénateurs. Est-ce que vous êtes déçu de ce chiffre ? Non, c'est un magnifique début qui va croître au fur et à mesure. En quelque sorte, nous allons jouer le rôle d'aimant. Vous savez, le Sénat a souvent un rôle un peu d'amortisseur des grands événements. Et il fallait donc, par cette initiative, en quelque sorte, marquer le territoire et ne pas laisser le Sénat à côté de ce grand mouvement de fond qui s'est étendu à toute la France et notamment à l'Assemblée nationale. Et pour le parallélisme des formes, il était important qu'au Sénat puisse exister un groupe En Marche, République En Marche, pour soutenir l'action du président de la République. Mais vous n'espériez pas plus de monde, en tout cas plus de monde qui viendrait du groupe centriste, des Républicains Vous voyez comme moi que les choses bougent et que le logiciel du Sénat, de par la configuration du mode de désignation des sénateurs, ne ressemble pas tout à fait à ce qui se passe dans le pays. D'où l'expression que je vous ai utilisée initialement, le Sénat joue en quelque sorte un rôle d'amortisseur. Il y a plusieurs groupes, il y a une antériorité, une ancienneté. Il faut donc, si vous voulez, que ce changement de logiciel qui s'est produit au cours de l'élection présidentielle et l'élection législative trouve en quelque sorte un nouveau codage au sein des habitudes du Sénat. Manuel Valls a annoncé ce matin qu'il quittait le Parti socialiste. Il sera désormais apparenté député En Marche. Est-ce que vous pouvez compter sur les soutiens de Manuel Valls ici au Sénat pour vous rejoindre ? Écoutez, c'est à eux d'en décider. En tout cas, ils pourront le faire. Je crois savoir qu'à côté de cette salle, au moment même où nous parlons, un vaste débat au sein de ce qu'était le groupe socialiste est en cours. À l'issue de ce débat, nous verrons bien. En tout cas, ceux qui le souhaiteront savent qu'il y a une possibilité d'accueil au groupe République En Marche du Sénat. Très bien, merci beaucoup. Merci Yves Rome d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Saveria, pour cette première réaction en direct. Alors, je vous le disais, c'est l'autre temps fort de l'actualité ici au Sénat, le retrait de la vie politique de Jean-Pierre Raffarin. L'ancien Premier ministre l'a annoncé dans une tribune publiée par la Nouvelle République. Il veut se consacrer à son ONG Leaders for Peace, Stéphane Amalian. Il a choisi le journal La Nouvelle République pour l'annoncer. Jean-Pierre Raffarin a décidé de quitter la vie politique. Je renonce aux 3 ans de mandat qu'il me reste à accomplir au Sénat, car le moment est pertinent. La jeune génération politique prend le pays en main et c'est heureux. Certains l'attendaient au sein du gouvernement d'Édouard Philippe. D'autres le voyaient déjà membre actif du groupe En Marche au Sénat, notamment après son plaidoyer pour une opposition constructive. Les constructifs, ils devront soutenir les réformes positifs. Les constructifs, ils devront soutenir la réforme du Code du travail. Les constructifs, ils devront soutenir les efforts sur la sécurité, sur le développement du renseignement. Les constructifs devront corriger quand les lois sont mauvaises. Il faut aller à l'Assemblée nationale avec des gens constructifs, ne pas empêcher Macron de faire les bonnes réformes et de corriger les mauvaises. Jean-Pierre Raffarin devra d'abord quitter la présidence de la Commission des Affaires étrangères du Sénat et cédera son siège de sénateur en octobre après les sénatoriales. L'ancien Premier ministre lance son ONG Leaders for Peace pour alerter contre les risques de guerre. Aujourd'hui, âgé de 69 ans, il souhaite poursuivre son investissement au service de la coopération franco-chinoise et garder un œil sur la Vienne, son fief. Alors ici au Sénat, les réactions sont nombreuses à ce retrait de la vie politique, à commencer par Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains. Il s'est exprimé au micro de Jérôme Rabier, on l'écoute.
Depuis des semaines, au moment les plus difficiles, y compris pendant l'élection présidentielle, je veux témoigner que Jean-Pierre Raffarin a toujours eu une voix apaisante. Il a toujours eu un rôle stabilisateur. Et vraiment, je voudrais l'en remercier. C'est une voix qu'il a mûrement réfléchie. On ne se décide pas précipitamment quand on souhaite créer une ONG au service de la paix avec d'anciens chefs de gouvernement, chefs d'État étrangers. Et évidemment, c'est pas la conjecture politicienne française qui peut amener la conclusion d'une telle réflexion. Voilà, alors sénateur de la Vienne, président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Jean-Pierre Raffarin a été Premier ministre de Jacques Chirac entre 2002 et 2005. Retour ce matin sur cette carrière avec Julien Desvages. Jean-Pierre Raffarin ou l'itinéraire d'un électron libre de la droite. Fils d'agriculteur du Poitou, il fait d'abord carrière dans le privé au sein de la direction marketing du groupe Jacques Vabre. Il gardera de cette expérience un certain goût pour la communication et le sens de la formule. Giscardien, il est élu député européen en 1989, puis sénateur de la Vienne sous l'étiquette UDF en 1995. Cette même année, il devient ministre du Commerce et de l'Artisanat dans le gouvernement d'Alain Juppé. Mais le grand public le découvre vraiment en 2002. Jacques Chirac vient d'être réélu et nomme Jean-Pierre Raffarin Premier ministre. À Matignon, il mène une politique de baisse des impôts et s'attaque à quelques dossiers difficiles comme la réforme des retraites ou celle de l'assurance maladie. Entre bonhomie et fermeté, le style du Premier ministre détonne. Jean-Pierre Raffarin utilise des formules aux allures de slogans publicitaires. On parle alors de raffarinade, comme ici en 2005 lors de la campagne du référendum sur la Constitution européenne. Win the yes needs a no to win. Again the no. La victoire du no, justement, coûtera sa place à Jean-Pierre Raffarin. Il quitte Matignon en 2005 et retourne au Sénat où il est réélu. En 2007, Nicolas Sarkozy remporte la présidentielle. Jean-Pierre Raffarin prend du galon à l'UMP, mais n'hésite pas à s'opposer au président, notamment sur certains dossiers, comme la suppression de la taxe professionnelle ou la hausse de la TVA sur les parcs à thème. Affirmer cette unité, mais cette unité, chers amis, elle n'est pas si facile que cela. Alors de temps en temps, il peut y avoir des différences, mais veillons à ce que ces différences soient toujours exprimées dans le respect des uns et des autres. Pendant cette période, il échoue à prendre la présidence du Sénat à 2 reprises, en 2008 puis en 2014. Il est battu par Gérard Larcher. Jean-Pierre Raffarin prend alors un peu de distance avec la politique sans jamais la quitter. Militant acharné d'un rapprochement franco-chinois, il multiplie les voyages en Chine. Au sein de l'UMP, il joue de plus en plus souvent le rôle de vieux sage lorsque les crises éclatent au parti. En 2016, il soutient Alain Juppé dans la primaire de la droite. La défaite de son camp et surtout la victoire d'Emmanuel Macron, un centriste comme lui, ont convaincu Jean-Pierre Raffarin qu'il devait désormais laisser sa place à la nouvelle génération. Une nouvelle réaction au micro de Saveria Rojek, celle du sénateur Les Républicains du territoire de Belfort, Cédric Perrin, c'est à vous. Bonjour Cédric Perrin. Bonjour. Vous êtes un proche de Jean-Pierre Raffarin. Il vous avait fait part de sa décision il y a un mois, je crois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Qu'est-ce que vous garderez de Jean-Pierre Raffarin ici au Sénat? Écoutez, je pense que c'est au Sénat, Jean-Pierre Raffarin, une voix qui compte, une voix qui porte, et c'est quelqu'un qui évidemment nous manquera terriblement. C'est quelqu'un qui avait théorisé la France d'en bas et qui, je pense, représente complètement cet homme charismatique qui représente les territoires et qui est parfaitement implanté dans cette France qu'il aime tant. Un défenseur de la ruralité, quelqu'un qui, aux affaires étrangères, puisque c'est la commission dans laquelle je suis avec lui, a une voix qui est incontournable et qui, aux affaires étrangères et à la défense, une voix qui est incontournable et qui évidemment nécessitera que nous tentions d'essayer de lui succéder. Ça ne va pas être simple, mais voilà, quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je pense beaucoup de nos concitoyens apprécient beaucoup pour son pragmatisme et sa connaissance profonde du terrain et de la vie quotidienne, si je puis dire. Pourquoi a-t-il pris cette décision selon vous? Vous qui lui avez parlé justement et qui connaissiez sa décision depuis un mois.
Écoutez, je pense que c'est quelqu'un qui a des convictions et qui a besoin à un moment donné de se dire peut-être qu'il veut non pas quitter la vie politique, mais en tout cas rebondir dans une vie où il a encore les moyens de peser, d'exister, où il a une voix qui compte encore aujourd'hui sur la scène internationale, et donc faire bénéficier de cette force, de ce poids politique, de ce poids personnel à une ONG qui pourrait travailler dans le sens de la paix dans le monde, et je pense que c'est quelque chose de parfaitement honorable. Et vous savez, on est dans une commission, la commission de la défense, où on parle tous les jours malheureusement de bombes, de missiles, etc. Et je pense que parfois il faut revenir à des choses concrètes, et l'objectif c'est quand même de tous travailler dans l'intérêt de la paix, et je pense que cette ONG qu'il va faire avec des chefs d'État au niveau mondial est un magnifique projet pour lui. Alors quelques mots sur la commission des affaires étrangères au Sénat, commission qu'il dirigeait. Le groupe vient tout juste de décider de désigner Christian Cambon à la tête de cette commission, et vous êtes premier vice-président, c'est ça, en charge de la défense. Absolument. Donc le groupe, nous nous sommes réunis ce matin, et c'est la proposition qui a été faite par Jean-Pierre Raffarin, donc de nommer Christian Cambon, qui a été quelqu'un qui a beaucoup soutenu le président tout au long de ces 3 dernières années, et de me proposer en tout cas la première vice-présidence, qui est pour moi un grand honneur, puisque je pense que je suis arrivé il y a 3 ans dans cette commission. J'ai, je pense en tout cas modestement, beaucoup travaillé sur les sujets de défense. Voilà, et vous serez donc précisément en charge des sujets de défense. Je vais, avec Christian, oui, effectivement, prendre en compte les sujets de défense, qui sont des sujets assez complexes et qui nécessitent évidemment que dès la semaine prochaine, nous nous mettions au travail, puisque les échéances arriveront rapidement, et c'est un sujet, la défense en tout cas, qui nécessitera que nous défendions un budget que nous espérons en tout cas en hausse, et sur lequel il va falloir être extrêmement vigilant. Très bien. Merci beaucoup. Merci Cédric Perrin d'avoir répondu aux questions. Merci. Merci à vous, Saint-Vérien. Patrick Roger, quelle interprétation faites-vous de ce départ, de ce retrait de la vie politique de Jean-Pierre Raffarin? Est-ce que c'est une surprise? Oui et non. Évidemment, bon, je n'étais pas au courant de son départ dans ces délais. Cela dit, Jean-Pierre Raffarin est, comme d'autres, un petit peu... je ne dirais pas une victime, mais subit les effets de ce printemps macronien qui pousse quand même vers la sortie un grand nombre de personnalités politiques qu'on qualifiait jusqu'à présent de premier plan, et qui, là maintenant, sortent du paysage. Il y en aura d'autres, et Jean-Pierre Raffarin fait partie de cela. La seule chose, c'est que lui en a pris acte, il l'a compris. Et je crois qu'il y a un deuxième facteur quand même qui l'a poussé à prendre cette décision, c'est l'état de sa famille politique. Quand on voit le niveau de détestation auquel sont arrivés ses collègues des Républicains, ces déchirements internes, enfin, cette fragmentation interne, lui qui a quand même, a toujours plaidé pour une sorte de réunification de la famille. Faut pas oublier ce rôle qu'en de 2002, pacificateur, c'est un échec alors pour lui? Il a eu ce rôle effectivement de pacificateur, c'est un échec? je crois qu'il le vit comme ça. Encore une fois, je ne vais pas me mettre à la place de Jean-Pierre Raffarin, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir. Mais il ne faut pas oublier que Jean-Pierre Raffarin est à l'origine de l'UMP, est un des membres fondateurs de l'UMP. Et pour lui, dans sa vision, c'était réunifier la droite et le centre au sein d'une même famille. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens. C'est l'échec fondamental de son projet de départ. Donc, il a de nombreux contacts à l'étranger. On connaît son goût pour la Chine, notamment, etc. Ça se comprend qu'il ait envie de faire autre chose. Jean-Philippe de Rosier, c'est une surprise. Comment vous interprétez-vous ce départ? Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter. C'est qu'on avait beaucoup spéculé sur ses relations, notamment avec Emmanuel Macron. Oui, on le pressentait pour aller au gouvernement, mais effectivement, je crois qu'il prend acte de la volonté de renouveler un petit peu la classe dirigeante.
et la classe politique. Et puis, bon, il aurait très bien pu rester confortablement installé dans son siège de sénateur pendant les 3 prochaines années et ne pas se représenter au terme de son mandat. Il décide de faire autre chose. En quelque sorte, il sort un peu par le haut en disant « je laisse la place, je ne sais pas l'identité de celui qui va lui succéder, mais je laisse la place, je vais faire autre chose. J'ai d'autres projets qui sont tout aussi louables que ceux d'un mandat de parlementaire. » Et voilà, et donc ça mérite d'être salué. Il n'avait pas forcément sa place au gouvernement d'Emmanuel Macron, parce que effectivement, il a un certain âge, il a une certaine expérience qui est tout à fait bénéfique. Je ne dis pas qu'il faut faire un gouvernement seulement de jeunes, mais voilà, il choisit un autre chemin et il y a déjà un équilibre entre l'ancienne génération et la nouvelle dans le gouvernement. Il ne voulait pas peut-être introduire de déséquilibre là-dedans, et puis peut-être qu'il n'a pas envie, tout simplement. Il ne faut pas toujours penser que les politiques sont tous animés par cette volonté de rester accrochés au pouvoir, accrochés à leur siège. Il y en a qui ont envie de faire d'autres choses, et bien, c'est très bien. Oui, Patrick Roger le disait, on en revient à cette division entre l'ancienne UDF et les anciens du RPR, finalement. Oui, mais vous savez, à mon sens, elle n'a jamais véritablement disparu. On a voulu en forcer la disparition avec la création de l'UMP en 2002. Faut resituer le contexte. La création de l'UMP en 2002, elle est faite pour quoi faire? Elle est faite pour éviter à nouveau 5 ans de cohabitation à Jacques Chirac. Parce qu'il savait très bien que les conditions dans lesquelles il a été élu en 2002 le destinaient presque à avoir à nouveau un Premier ministre de gauche pendant 5 ans. Il l'a fait une fois, il n'a dit pas deux. Donc on va créer une machine à gagner, on va créer une machine à créer une majorité présidentielle, on va l'appeler Union pour une majorité présidentielle. C'est comme ça que s'appelait l'UMP au départ. Et ensuite, effectivement, ça a fonctionné d'abord, au-delà de toute espérance, puisque je rappelle que c'est le plus gros groupe de l'histoire de la Ve République, unique, avec un seul parti, et celui qui ressort des urnes de 2002. Et ensuite, effectivement, l'enfant a échappé au créateur, presque, puisque l'UMP a été récupéré par Nicolas Sarkozy pour le porter lui-même à la présidence de la République. Et là encore, ça a marché. Mais les vieilles querelles qui ont toujours existé au sein de l'UMP, je ne dis pas que ce sont exactement celles entre le RPR et le UDF, mais il y a toujours eu, dans cette volonté d'agréger de force des familles qui ne sont pas forcément unies à la base, quelque chose d'artificiel qui éclate. Alors je vous propose d'écouter d'autres réactions à ce retrait de la vie politique de Jean-Pierre Raffarin, toujours au micro de Jérôme Rabier. Il a rencontré ce matin les sénateurs Roger Karoutchi et Jean-Claude Gaudin. On les écoute. C'est une page qui se tourne, même s'il dit clairement qu'il veut continuer le combat politique. Mais il arrête la vie politique électorale, élective. Donc il quitte la présidence de la Commission, il quittera probablement le Sénat à l'automne. C'est forcément pour quelqu'un qui a été Premier ministre, ministre, président de commission au Sénat, vice-président du Sénat. C'est effectivement une page qui se tourne. Et une page à un moment où la droite se reconstruit, où la droite doit se reconstruire. Jean-Pierre Raffarin a dit, et il dit déjà depuis un moment, qu'il veut une troisième vie. Une vie différente, une vie en dehors des combats politiques. Là, pour une ONG, il est à la pointe du lien entre la France et la Chine. Donc, oui, il veut une autre vie. Et je peux comprendre que, voilà, il a tout donné. Et il fait depuis des décennies ce travail parlementaire, ministériel. Qu'il ait envie d'une autre vie encore et encore, tant mieux. Voilà. Le fait d'abord qu'il ait encore des ambitions, des volontés, des souhaits et des capacités à réaliser. Bien entendu, il manquera dans cette maison où il a exercé de hautes fonctions. C'est un homme d'État, il a été Premier ministre et surtout c'est un ami. Et par conséquent, effectivement, sa décision lui appartient, mais il y a un pincement au cœur. Raffarin, moi-même et quelques autres, nous avons monté au fur et à mesure les échelons de la vie politique et on peut en être fier. En tout cas, moi j'en suis fier, et pour lui et pour moi. Patrick Roger, c'est vrai qu'on l'a évoqué, c'est une page qui se tourne avec le départ à la fois de Jean-Pierre Raffarin, Jean-Claude Gaudin également. Oui, Jean-Claude Gaudin qui abandonne,
qui annonce qu'il abandonnera la mairie de Marseille à la fin de son mandat. Mais c'est une page qui se tourne et peut-être que ça libère la place pour d'autres. On entendait Roger Carucci qui ne veut surtout pas insulter l'avenir, dont il dit tout le bien qu'il pense de celui qui s'en va et de ceux qui s'en vont, peut-être parce que lui-même a quelques ambitions pour... Notamment à la tête du parti Les Républicains, il nous l'a dit sur Public Sénat hier. Patrick Roger, est-ce que c'est quand même un coup dur pour Emmanuel Macron, le fait que Jean-Pierre Raffarin parte? Il avait beaucoup misé sur lui, sur les constructifs, pour avoir des relais aussi auprès des parlementaires. Je saurais pas dire. Non, je crois... Bon, probablement, il y a eu des entretiens entre Emmanuel Macron et Jean-Pierre Raffarin. Et je pense qu'à ce moment-là, déjà, Jean-Pierre Raffarin a dû faire part à Emmanuel Macron qu'il souhaitait, qu'il comptait prendre du recul. Donc je ne pense pas qu'il y ait de surprise chez Emmanuel. Les deux hommes s'étaient vus la semaine dernière. Raffarin, quelqu'un qui dit les choses. Donc je pense qu'il s'en sera ouvert à Emmanuel Macron. Non, peut-être que le départ de Jean-Pierre Raffarin va un petit peu plus figer les choses au sein du groupe Les Républicains. Là où on attendait peut-être quelques mouvements... Qui auraient pu être tentés par ce groupe En Marche au Sénat. Voilà, alors, je ne sais pas, lui, s'il va continuer à pousser un certain nombre de ses amis mais voilà, je crois que vraiment, il se détache. Et donc, effectivement, ça risque de figer un petit peu plus les choses chez les Républicains. Alors, je vous propose d'écouter la première réaction du nouveau président de la Commission des Affaires étrangères ici au Sénat, puisque c'est Christian Cambon qui va donc remplacer Jean-Pierre Raffarin. Il est avec vous, Saveria Rojek. Christian Cambon, vous venez donc d'être désigné par acclamation et à l'unanimité nouveau président de la Commission des Affaires étrangères. Je vous sens... Car il y a encore le vote à la Commission qui doit intervenir le 12 juillet. Absolument, mais je vous sens ému, c'est ce que vous me disiez à l'instant. Oui, je suis doublement ému par le départ de Jean-Pierre Raffarin, qui est quand même une personnalité tellement marquante dans cette maison. Nos destins politiques se sont croisés depuis tant d'années, et moi, il m'a tellement appris, tellement aidé à trouver ma place et à exercer ces nouvelles responsabilités. Et puis je suis aussi ému par rapport à moi-même, parce que devenir président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, c'est une lourde charge, elle est magnifique. Mais elle est aussi particulièrement importante dans le contexte que l'on connaît actuellement, de crise internationale à répétition, une situation de nos forces armées très inquiétante sur le plan des équipements, sur le plan des hommes. Il va y avoir des révisions importantes à effectuer sous l'impulsion du gouvernement, mais dans lesquelles le Parlement va aussi se faire entendre. Et je vais avoir cette chance de présider, déjà au moins pendant les quelques mois qui nous séparent de l'élection sénatoriale, mais dans un moment où il va falloir être vigilant et demander à l'État et au nouveau président de la République de respecter les engagements qu'il a pris, notamment sur le plan financier à l'endroit des armées. Et la décision de Jean-Pierre Raffarin de quitter la vie politique, on sait que vous êtes proche, est-ce que vous comprenez cette décision ? Elle me rend évidemment triste, je la comprends parce que il vient d'annoncer aussi son projet, dont j'étais informé et qui lui tient fort à cœur, qui consiste à créer une ONG internationale pour la paix. Or, son combat, depuis des mois, je l'entends, c'est un combat pour la paix. Et il a toujours défendu l'image selon laquelle la France devait de se battre à travers une défense importante et aussi une diplomatie efficace, se battre pour la paix dans le monde. La France a une voix à faire entendre et c'est cette voix qu'il va porter. Et moi, autant que je pourrai, je l'aiderai. Mais je suis évidemment très triste, comme tous nos collègues, de son départ. Merci Christian Cambon pour cette réaction. Merci. Rien pour cette réaction en direct. Jean-Philippe Desrosiers, est-ce que vous êtes d'accord avec justement le fait que le départ de Jean-Pierre Raffarin va un petit peu figer les choses ici par rapport à une recomposition au Sénat, s'il y avait certains parlementaires LR qui étaient tentés de rejoindre le groupe En Marche? Jean-Pierre Raffarin était une personnalité politique marquante, donc effectivement il était un gage de crédibilité.
avec son départ, il est vrai que peut-être certains qui ont moins de poids que lui pourraient être un petit peu plus réticents. Eh bien, je vous arrête, pardon, Jean-Philippe de Rosé, parce que justement, Jean-Pierre Raffarin est au micro de Saveria Rojek pour sa première réaction. Il ne s'est pas encore exprimé depuis cette annonce ce matin. C'est donc une exclusivité sur Public Sénat. C'est à vous. Jean-Pierre Raffarin, vous avez annoncé ce matin votre retrait de la vie politique. Pourquoi avoir pris cette décision ? Le retrait du Sénat. La vie politique, elle est dans mon cœur, elle est dans ma vie. Donc je continuerai à dire ce que je pense. Et puis je veux me consacrer au grand sujet de la politique étrangère, et notamment de la paix. Et je pense que la plus grande des politiques, c'est celle qui amène la paix et qui combat les guerres. Donc je vais m'organiser, me mobiliser pour de nouveaux sujets. Je vais continuer à travailler beaucoup pour valoriser la relation entre la France et la Chine. J'ai beaucoup de sujets d'intérêt, mais je quitte la politique élective. Je pense que nous sommes aussi à une césure. Une nouvelle génération arrive, prend en main la destinée de ce pays. Et je veux faire confiance à cette jeune génération. Je veux faire confiance au renouvellement. Et j'ai 69 ans. C'est le bon âge pour tenter d'autres aventures et laisser la place à cette génération pour pouvoir faire en sorte que notre pays se redresse, puisse avoir de nouvelles perspectives. Je fais ça avec confiance. Vous êtes élu depuis 77, 40 ans, qu'est-ce que vous garderez de cette vie politique en vous ? Beaucoup de choses, évidemment, mais ce qui est pour moi le plus important, c'est la relation avec les gens, avec l'opinion, avec les femmes, les hommes que l'on rencontre dans toutes les circonstances, que ce soit sur le terrain, ceux qui souffrent, qui ont besoin d'aide, que les plus grands dirigeants du monde qui vous apprennent des choses étonnantes. Donc c'est la personne humaine qui est au fond cette citadelle jamais prenable, mais toujours à la recherche de laquelle on doit avancer. Donc c'est l'humain que vous retiendrez avant tout de cette vie politique, une vie entière consacrée à la politique ? Je pense que c'est la patte humaine qui est la matière première de la politique. Ce nouveau projet, cette ONG pour combattre les guerres, c'est bien ça ? C'est une ONG, oui, qui va mobiliser des leaders qui vont expliquer les situations de crise qui peuvent devenir des situations de guerre mondiale. Il y a des dangers dans ce monde. Le monde s'arme. Les grandes puissances aujourd'hui sont de plus en plus égoïstes. Il faut essayer d'y voir clair sur les foyers, sur les tensions. Et je voudrais amener de la lucidité pour protéger ce qu'il y a de plus cher, c'est-à-dire les progrès de l'humanité. Un dernier mot, Jean-Pierre Raffarin, sur cette maison, le Palais du Luxembourg, le Sénat que vous quittez, que vous allez quitter. Qu'est-ce que vous garderez du Sénat, de cette maison ? C'est une formidable maison, c'est une maison de liberté. On peut s'y exprimer très clairement, facilement, on peut y faire entendre sa voix et en même temps y assumer les responsabilités de la République. C'est l'espace de la liberté première. Ici, il n'y a pas de clivages qui sont dévorants. Ici, on est capable de dépasser les clivages. La pression de l'actualité n'est pas non plus là pour vous bousculer tous les jours. On avance au rythme des choses importantes, au rythme de l'essentiel. Le Sénat, c'est un peu une chambre de l'essentiel. La vie politique, c'est définitivement fini ? Le débat d'idées, non. Les débats, la vie politique, pour moi, c'est pas fini. Ce qui est fini, c'est la représentation parlementaire. Mais naturellement, j'ai des convictions. Naturellement, je suis intéressé à l'avenir de mon pays et donc je vais continuer. Je cesse la vie élective, mais je reste un homme politique. On n'abandonne pas sa nature. Donc je continuerai à dire ce que je pense et à servir les causes dont le pays a besoin. Merci. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin d'avoir répondu aux questions. Merci. Je vous en prie. Merci à vous, Saveria, pour cette première action de Jean-Pierre Raffarin. Patrick Roger, on a entendu l'ancien Premier ministre, il quitte la vie élective, mais il veut certainement continuer à peser dans le débat d'idées. Il l'a dit, il a encore des convictions. Ça sera une voix qui continuera de porter, selon vous ? Comme il l'a rappelé, il a derrière lui 40 ans de vie politique. Donc, forcément, et c'est quand même un ancien Premier ministre, mais je pense malgré tout que la page se tourne, malgré tout. Il va être dans un autre rôle, essayer de peser sur les questions qui lui tiennent à cœur, mais il sera peut-être plus maintenant
ce qu'on appelait justement un acteur de premier plan. Eh bien, on n'a plus beaucoup de temps. Merci à vous Jean-Philippe Derosier. Merci Patrick Roget de m'avoir accompagné tout au long de cette matinée spéciale. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Public Sénat. Vos rendez-vous avec Public Sénat. Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir. On va plus loin, c'est votre rendez-vous en direct avec l'information. C'est une semaine décisive, bien sûr, qui démarre. Sonia Mabrouk reçoit pendant 90 minutes, en débat et en entretien, ceux qui font l'actualité. Je pensais à De Gaulle, c'est pas la gauche, la France, c'est pas la droite, la France. Il y a peut-être l'occasion maintenant, avec ce nouveau souffle, de faire un nouveau projet européen. La France a beaucoup de ressources, elle a beaucoup de ressorts. On va plus loin, du lundi au jeudi à 22 h, en direct sur Public Sénat. Public Sénat, au cœur du débat.